Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Dokusai à Dragon Ball, la longue histoire du manga. C'est une plongée profonde dans l'histoire du Japon à la recherche des récits racontés en images et en texte. Depuis l'époque de Nara en passant par l'époque d'Edo, une aventure qui nous conduit sur les traces des mangas, ces bandes dessinées devenues phénomènes planétaires avec tant de héros à la fois vivantes et à la fois classiques. Nous y croisons One Piece, Sailor Moon, s'y trouve aussi un Death Note et bien sûr Dragon Ball. Notre histoire se passe à une époque indéfinie, dans une région mystérieuse où personne ne s'est encore aventuré. France Culture. Au fin fond de la montagne, à des kilomètres et des kilomètres de la ville, vit un jeune garçon, seul, isolé, avec la nature pour seule compagne. Xavier Mauduit. Le cours de l'histoire. Et voilà une bonne chose de faite. Et voilà une bonne chose de faite et on peut commencer cette émission. Bonjour Julien Bouvard. Bonjour Xavier Mauduit. Avec cette histoire du manga qui est une histoire particulière au sens où aujourd'hui il s'agit d'un phénomène planétaire assez récent à l'échelle de l'histoire même de ce genre particulier, le récit imagé. On peut vraiment tirer un fil qui nous conduit dans une profonde, une lointaine histoire du Japon. Oui, absolument. C'est vrai qu'en France, on a l'impression que le manga est un objet récent, un objet jeune, destiné justement à un public jeune. En réalité, eh bien, c'est beaucoup plus ancien qu'on pourrait le penser. Alors, je ne sais pas si on peut déjà commencer cette généalogie du manga pour entrer dans le vif du sujet, mais c'est vrai que pour certains spécialistes du manga, jusque dans les années 1990, eh bien, on estimait que les origines du manga, eh bien, s'ancraient dans les emaki ou les emakimono, c'est-à-dire, eh bien, ces rouleaux illustrés qui apparaissent à l'ère Nara au 8e siècle de notre ère, puis surtout dans l'ère Heian qui suit, donc 8e, 12e siècle. Donc ces rouleaux illustrés, ils mélangent calligraphie, peinture ou dessin sur du papier ou sur du tissu. Et ils sont d'ordre religieux, mais pas uniquement. On trouve, par exemple, à l'intérieur de cette forme d'expression graphique, eh bien, des parodies, des récits comiques, pourrait-on dire, et notamment le fameux Choju Jimbutsu Giga en japonais, donc les caricatures d'hommes et d'animaux. Donc dessiné par un abbé, l'abbé Toba au XIIe siècle, qui ressemble en fait un petit peu aux fables de La Fontaine en version rouleau illustré. Et donc, disons que dans les années 1930, quand la bande dessinée donc devient un médium reconnu en tant que tel, donc qu'on appelle manga au Japon, eh bien beaucoup d'historiens essaye de retrouver la généalogie, les origines de cette bande dessinée à la japonaise et eh bien il s'intéresse donc à ces emaki. Et de la même manière, en fait, pour faire un parallèle avec l'histoire plus occidentale, que de la même manière, oui, que les spécialistes français ont pendant longtemps estimé que les tapisseries de Bayeux étaient à l'origine de la bande dessinée, et je crois savoir que vous en avez parlé ici même il y a quelques jours, eh bien au Japon, il y avait l'équivalent, c'était les emakimono. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ces théories, elles sont remises en cause, mais on peut estimer que si c'était le cas, si l'historiographie en la matière trouvait, pertinente cette explication, c'est qu'il y avait en fait la volonté d'ancrer le manga dans une certaine légitimité artistique premièrement, et dans un deuxième temps, dans une légitimité nationale, pour réaffirmer le caractère proprement japonais de cette bande dessinée à la japonaise. Julien Bouvard, vous êtes maître de conférence en langue et civilisation du Japon contemporain à l'université Jean Moulin Lyon 3. Avec cette matérialité de la narration, le rouleau à ses origines qui sont lointaines, vous avez évoqué ce 8e siècle. Le rouleau, c'est intéressant parce que on comprend nettement l'histoire racontée en images. C'est quoi? C'est de l'image associée à du texte ou de l'image à côté de blocs de texte? Comment ça se présente? Vous allez peut-être me répondre sous toutes les formes possibles. Oui, c'est ça, sous toutes les formes possibles. Donc généralement, ce sont donc des suites d'images, mais qui ne sont pas séparées par des vignettes. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout à fait considérer qu'il s'agit de bandes dessinées.
Donc des images qui se lisent en déroulant en fait ce rouleau et qui sont accompagnées de textes. Ce texte-là, ce ne sont pas non plus des équivalents de phylactères. Donc ce ne sont pas des bulles où les personnages se parlent entre eux, mais c'est plutôt la désignation des personnages ou plutôt un texte narratif accolé à ce texte. Et voilà pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout à fait dire que ce sont des bandes dessinées. Oui, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, cette histoire du manga avec la spécificité japonaise. Bonjour, Buntavi Suvilai, vous m'entendez ? Oui. Ah, vous êtes depuis Lille, vous êtes maître de conférence en littérature à l'université de Lille, et dans cette histoire du manga que vous connaissez si bien, vous êtes l'autrice de la culture manga, origine et influence de la bande dessinée japonaise. J'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique ? Pourquoi dit-on manga et ailleurs dans le monde pour d'autres productions bande dessinée ? Bêtement parce que manga, c'est le terme utilisé par les Japonais eux-mêmes. C'est comme pour les Italiens, ils utilisent un autre terme que bande dessinée ou comics, c'est fumetti. Et donc chaque pays, ayant développé sa propre culture visuelle, utilise aussi des termes pour désigner ces médiums. En sachant que souvent, l'aspect technique arrive, on lui donne un nom, quel que soit ce nom, et par la suite, il va y avoir une institutionnalisation qui fait que on va rapprocher différentes techniques. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut parler de bande dessinée japonaise, italienne, américaine ou franco-belge, mais chaque pays a initialement développé une technique dans son coin avec des codes graphiques, une culture visuelle, et c'est pour cela que manga c'est cette culture visuelle spécifique japonaise. Nous savons que pour la bande dessinée du côté européen, il y a l'influence de la caricature, du dessin de presse au Japon. C'est ce que nous expliquait Julien Bouvard. Il y a quand même une longue tradition de l'illustration, de la narration par l'image. Le manga vraiment s'inscrit dans cette histoire-là, l'idée de pouvoir par des séquences répétées et légèrement différentes autour d'un personnage raconter une histoire. C'est vraiment quelque chose qui se lit sur le temps long. Oui, c'est-à-dire que on ne peut pas négliger toutes ces créations antérieures. Même si on regarde le manga moderne, on trouve les sources directes plutôt dans les comics américains qui ont été ramenés par des auteurs japonais durant l'ère Meiji et autres. Néanmoins, il y a toujours eu, dans toutes les civilisations, des façons de caricaturer les personnes au pouvoir. Et pour le faire, rien n'est plus simple que de le faire sous forme de dessin. Et oui, voilà, parce qu'avec ici cette longue histoire de la caricature, du dessin au Japon, et cette histoire qui heurte sans cesse l'histoire même du Japon. On l'entend, vous venez d'évoquer, Buntavi Suvilai, l'idée d'une ouverture du Japon à la fin du 19e siècle. Oui, mais longtemps auparavant, le Japon a été isolé. Musique citadine de l'ère d'Edo par l'ensemble Ujirikai. Dites-nous, Julien Bouvard, durant cette longue période de l'ère d'Edo, c'est le début du XVIIe siècle jusqu'à l'ouverture du Japon en 1868, durant cette longue période, le Japon est réputé fermé. Malgré tout, il développe et il poursuit ses idées d'invention, d'innovation autour de la création et de la narration en images. Oui, tout à fait. Donc cette idée de l'isolement du Japon pendant Edo, elle est là aussi tout à fait relative en réalité, le Japon continue de mener des liens avec les nations étrangères par l'intermédiaire bien sûr ce qu'on appelle les rangaku, les études hollandaises, et donc les Japonais sont au courant des avancées scientifiques et culturelles qui ont lieu en dehors de leurs frontières. Néanmoins, c'est vrai que pendant 2 siècles et demi, donc 1600-1868, qui sont les dates de cette ère, le pays, certes, ne rentre pas dans la mondialisation comme les autres nations le font à cette même période. De la même manière, c'est une ère de paix intérieure. Alors, il y a eu bien sûr des conflits et des révoltes paysannes, mais d'une manière générale, sur ces plus de 2 siècles et demi, les samouraïs n'ont pas grand-chose à faire et il faut bien qu'ils s'occupent. Ce sont des lettrés, ils savent lire, écrire, ce sont des
personnes cultivées. Et c'est notamment le premier public pour le théâtre du kabuki et tous ces arts qui se diffusent au sein de la société et qui vont être, je dirais, peut-être polissés pendant ces 2 siècles et demi de paix intérieure. On pense bien sûr aux arts de la calligraphie, de la cérémonie du thé, etc. En fait, tout ce que l'on appelle les arts traditionnels japonais aujourd'hui, leurs règles ont été fixées pendant cette ère d'Edo. Avec énormément de va-et-vient sur les différentes formes artistiques. Butavi Suvilai, on peut le dire, on évoque le théâtre, vous avez parlé de la caricature, il y a un va-et-vient sans cesse, et là encore, il faut le rappeler, sans cesse beaucoup d'innovation, parce que aux origines de tout ce qui est forme de récit séquencé et de bande dessinée, il y a plein d'innovations. L'humour est présent déjà. Dire que dès le début, dès les premiers livres, on essaye de raconter ce qui existe déjà à l'oral sous une forme différente. Donc c'est l'occasion pour la plupart des auteurs de faire la caricature. Et le théâtre ici est quelque chose d'important aussi avec ce lien qu'on cherche à tisser avec l'histoire du manga. Oui, c'est-à-dire que dans la pratique, on va dire traditionnelle, l'innovation en tant que telle n'est pas quelque chose qui est valorisé. Ce qui est valorisé, c'est de imiter, de donner son grain de sel, et donc c'est cette nouvelle variation sur un thème déjà connu qui est intéressant. Et donc c'est ce qu'on trouve dans la plupart des arts japonais, mais c'est aussi ce qu'on trouvait en Occident, c'est le concept de l'imitatio, c'est-à-dire qu'on va refaire les mêmes choses que les Grecs, mais mieux, parce que ça va être dans une langue vernaculaire, ça va être une forme différente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de différence dans les démarches entre l'ère d'Edo et on va dire le siècle de Louis XIV, le siècle classique, où on invente la langue française, on invente la littérature moderne, etc. Donc dans les 2 cas, ce qui compte, c'est de faire une variation qui soit meilleure sur un thème déjà existant. Et c'est ce qu'on va retrouver ensuite dans le manga. C'est très important ce que vous nous dites là, bien sûr, parce que on le sent bien, Julien Bouvard, c'est ça, c'est l'imitation, mais toujours en essayant d'améliorer ce qui s'est fait, parce que c'est toute cette réflexion sur comment passe-t-on du 8e siècle, l'époque de Nara avec ces récits que vous nous avez décrits là avec des rouleaux, à peu ce qui apparaît de plus en plus comme des mangas. C'est ça, c'est améliorer, toujours enrichir et puis conserver ce qui est le plus efficace. On peut dire ça comme ça. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'à l'ère d'Edo, plus que les emaki, ce sont plutôt les estampes, les ukiyo-e. Et donc, à ce titre, on peut penser que les techniques, notamment celle de la gravure sur bois qui se diffuse assez largement pendant cette période, a eu aussi tout simplement une influence sur le contenu des œuvres. Ukiyo-e, donc ça dit, je pense, quelque chose aux auditeurs et aux auditrices. Donc les images du monde flottant, on connaît bien évidemment le célèbre Hokusai et ses 36 vues du mont Fuji, mais Hokusai, en fait, il a une importance cruciale dans l'histoire du manga, puisque c'est celui qui va, alors non pas inventer, mais populariser le terme de manga. Donc ça n'est pas le premier à utiliser ce terme au Japon. Il y a eu un autre peintre, Santo Kyoden, 20 ans plus tôt qu'il l'avait utilisé une première fois, mais c'est lui, donc Hokusai, en 1814, qui produit donc une série de 15 livres qui sont des recueils en fait d'estampes représentant en fait des croquis du quotidien de la ville d'Edo. Donc il croque ses contemporains qui font des grimaces, qui travaillent, qui se chamaillent. Il croque également quelques paysages, quelques animaux. Bref, c'est une sorte vraiment de croquis de dessinateur dans le sens moderne du terme, et en regardant en fait quelques images tirées de cette manga de Hokusai récemment, je me suis fait la réflexion que ça ressemblait un petit peu au karakta sette, c'est-à-dire ces banques d'images représentant le même personnage sous plusieurs faces qu'on utilise dans les comités de production de dessins animés actuellement au Japon. Donc c'est vrai que alors l'analogie est bien sûr très lointaine, mais de fait, on a quelque chose qui ressemble en fait à nos systèmes de production d'images très modernes, d'où le fait peut-être que ce terme de manga, qui était finalement assez désuet un siècle plus tard, ait été réutilisé par donc des caricaturistes à la fin du 19e, début du 20e siècle.
qui voyait en fait un lien, le lien avec le côté comique, le lien avec la caricature, donc se moquer de ses contemporains, de leur visage grimaçant, etc. Ça apparaissait moderne à cette époque-là. Approchez, honorable Okusai, Sa Majesté le Shogun va vous adresser la parole. Qu'on lui donne ce qu'il faut pour peindre. J'ai là mes couleurs, très auguste Shogun. Je demande seulement une longue bande de papier et avec votre permission, un coq. Que va-t-il faire? Attendez! Non, oh, quelle surprise nous ménage-t-il, hein? Oh, voici la bande de papier. Oui. Il la déploie. Elle a bien 20 coudées de long. Il la badigeonne tout entière avec du bleu d'indigo. Ah oui, mais il y met des nuances et son barbouillage fait des ondes sinueuses. Et le coq, donnez-le-moi. Il va dessiner un coq. Oui, il va dessiner un coq. Oh, mais regardez, Mais oui, il est fou. Il se trempe les pattes pattes du coq. Oui, malheur, il a lâché le coq qui marche sur son papier. Ne touchez pas, surtout, n'y touchez pas, laissez-le marcher. Par ici. Petit. Ah, voilà, c'est... Attends. Que signifie cette comédie? Un instant encore, très, très auguste maître. Peut-être allons-nous le savoir. Et maintenant, quelqu'un veut-il m'aider à redresser cette image? Oh, merveille. C'est la rivière Katsura qui roule sur ses flots bleus, les feuilles d'érable empourprées par l'automne. Tu dis vrai? Je la reconnais. Il me semble que je suis sur ses bords. Et puis c'est la rivière Katsura. Okusai, tu m'as fait passer un des meilleurs instants de ma vie. Évocation radiophonique d'Okusai à la radiodiffusion française en 1949. Julien Bouvard, vous nous avez dit que Okusai, cet artiste majeur, on peut le rappeler sans cesse, est celui qui a popularisé ce mot de manga, qui a un sens particulier, manga? Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé. C'est un mot composé de 2 caractères chinois, de 2 kanji. Le premier, qui se lit man, signifie quelque chose d'amusant, de comique. C'est un terme qu'on trouve aujourd'hui, enfin c'est un caractère qu'on trouve aujourd'hui dans le terme de manzai, qui est un genre comique japonais très célèbre. Le ga, donc le deuxième caractère, signifie image. C'est le même ga qu'on a dans eiga, qui signifie film. Donc, dès le départ, en fait, il y a l'idée d'une image amusante, d'une image décalée, d'une image drôle, en fait. D'où le fait qu'un petit peu plus tard, on réutilise ce vieux terme pour désigner la bande dessinée moderne qu'on appelle en anglais comic, et qui, là aussi, a un lien très fort avec le genre humoristique. Avec ce manga qui, du temps d'Okusai, nous sommes au XVIIIe siècle, est un moment particulier. Dites-nous, Buntavi Suilai Okusai, vous l'imaginez vous aussi comme une rupture dans cette histoire qui nous intéresse, celle du manga? Oui, dans le sens où c'est une rupture parce que c'est l'ouverture d'un dialogue entre des arts occidentaux et des arts japonais. C'est-à-dire que Okusai n'était pas un peintre prestigieux comme on peut se l'imaginer en Europe. Par contre, les différentes estampes d'Okusai Hiroshige naviguent jusqu'en Europe. Naît alors tout le phénomène du japonisme et ce regard extérieur occidental revalorise ces peintres par une espèce de ricochet au Japon. Et c'est drôlement intéressant ça, de voir en fait que c'est par le passage de ces estampes en Europe, collectionnées par les impressionnistes entre autres, que ces artistes japonais trouvent une forme de légitimité. Ça sans doute stimule leur création. Et puis Buntavi Suilai, ça correspond aussi à ce moment, ces années 1850 et surtout 1860, où le Japon s'ouvre au monde. Oui, une ouverture forcée. Mais une ouverture nécessaire parce que le Japon n'avait aucune envie de finir comme la Chine, sa voisine, qui a pendant très longtemps été le modèle sur lequel se calquaient la plupart des grands arts, les arts les plus prestigieux. Donc à partir de cette ouverture forcée, le Japon va s'occidentaliser de façon radicale. Et la plupart des lettrés vont voyager en Occident pour essayer de comprendre comment fonctionne la culture occidentale. Ils vont imiter des tas de choses, ils vont ramener le roman, ramener toutes les légendes grecques, et essayer de comprendre vraiment le fonctionnement de cette civilisation qui leur est globalement étrangère. Et parmi les éléments d'ouverture, ce qu'ils ramènent, c'est également la presse et le fonctionnement d'une certaine forme de caricature de presse. Avec, j'imagine, Julien Bouvard, de l'étonnement pour ces premiers visiteurs japonais en Europe,
qui découvre la popularité de l'art venu du Japon. Oui, c'est même encore plus compliqué que ça, puisque les Occidentaux découvrent l'art japonais à travers les expositions universelles qui sont organisées en Europe et notamment souvent à Paris, et je pense à celle de 1867, où la manga de Hokusai est présentée pour la première fois. Et je crois qu'on a du mal à comprendre le choc esthétique que ça provoque au sein donc du monde intellectuel et culturel français, au point que de nombreux artistes vont faire venir, vont importer donc des kibyōshi, des livres d'illustration japonais, des manuels de dessin et de peinture pour essayer de s'en inspirer. C'est un vrai choc. Donc c'est le premier moment en fait où la manga s'internationalise. C'est le moment où le terme devient un terme français. Alors à cette époque-là, il était au féminin. Il va devenir ensuite un terme masculin. Et ce n'est qu'ensuite où donc des voyageurs vont décider d'aller au Japon pour eux-mêmes apporter la caricature de presse à l'occidental. Peut-être qu'on peut citer deux personnages qui sont à mon sens vraiment importants. Un Anglais, Charles Wirgman, qui arrive au Japon en 1861, c'est-à-dire même avant la restauration de Meiji de 68, donc juste après les premières conventions, alors qu'on appelle des traités inégaux en fait, entre les pays occidentaux et le Japon dans les années 1850. Donc il profite de cette petite ouverture pour s'installer dans les ports qui sont ouverts à cette époque-là aux étrangers, pour devenir un correspondant étranger au Japon d'une revue anglaise de caricature, puis en fait il va créer sa propre revue, le Japan Punch, donc l'équivalent du Punch mais version japonaise, revue dans laquelle il va donc dessiner des caricatures et observer de lui-même le passage d'Edo à Meiji. Donc pendant une bonne dizaine d'années. Et il est suivi par un autre personnage qui est peut-être un peu moins célèbre, c'est bien dommage, puisqu'il est français, Georges Ferdinand Bigot. Alors il arrive un petit peu après Wirgman, lui il arrive en 1881, et il va lancer en 1887 une revue de caricature, lui aussi, une revue illustrée qu'il va intituler Toba-e. Et Toba-e, littéralement les images de Toba, ça vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est le Toba de l'abbé Toba, le fameux peintre qui avait réalisé ces rouleaux illustrés. Donc lui aussi, il s'ancre dans une histoire ancienne, donc une histoire graphique ancienne japonaise, mais pour y dessiner donc des caricatures. Alors il se moque des politiques, il fait en fait un peu l'équivalent de ce qui existe à l'époque donc en Europe et aux États-Unis. Mais j'ai lu il y a pas très longtemps aussi l'intégrale de ses dessins et j'y ai perçu une forme de moquerie ou de moquerie des Japonais qui s'occidentaliseraient trop. Et je crois que chez Wirgman autant que chez Bigot, il y a un peu le syndrome de l'étranger qui voudrait que le Japon reste pur, reste tel qu'il est dans l'imaginaire des japonistes et de ceux qui aiment le Japon de la fin du 19e siècle. Donc il y a notamment une caricature de Ferdinand Bigot qui dessine un paysan japonais presque nu, comme il l'était souvent à l'époque, donc avec un fundoshi, vous savez, ce slip que portent les sumo, mais qui par-dessus a une écharpe et un haut de forme. Et pour lui, ça c'est drôle. C'est drôle, c'est comique et c'est quelque chose qu'il déplore. Ce Japon qui s'occidentaliserait trop et qui perdrait sa substance, sa nature propre. Et puis dans l'imaginaire que nous pouvons avoir sur le Japon, c'est vrai qu'il y a des clichés et des caricatures, parmi lesquels se trouvent l'estampe. L'estampe japonaise, ça a énorme succès en Europe. Buntavi Suvilai, on peut dire malgré tout que l'estampe cache, dissimule d'autres dessins qui, eux, sont séquencés et racontent des histoires. Dans votre recherche sur la culture manga, ses origines et influences de la bande dessinée japonaise, publiée aux presses universitaires Blaise Pascal, il y a vraiment de cela, c'est que non, la production japonaise, ce ne sont pas que des estampes ou des caricatures, c'est-à-dire des dessins qui vivent de manière unique. Il y a aussi l'idée de narration, parce que c'est vraiment ça qui est à l'origine de la bande dessinée. Oui, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait besoin de raconter par les images, c'est tout simplement parce que c'est un média beaucoup plus efficace dans un monde qui n'est pas totalement alphabétisé.
Donc au Japon, comme partout dans le monde, on va utiliser ces images séquencées pour se moquer, en fait, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent du mème aujourd'hui. C'est la même démarche de ridiculiser les puissants. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans les caricatures de presse, et c'est pour cela que ça prend particulièrement bien au Japon. Ce qui est intéressant, c'est que ces caricatures de presse vont être imitées et dépassées par les Japonais eux-mêmes. Donc Julien parlait du Japan Punch. Rakuten, qui est un dessinateur, illustrateur japonais, va faire la même chose, mais en mieux, dans le sens où ça va être en japonais pour des Japonais, ça va être le Tokyo Punch. Donc on a vraiment cette imitation, dépassement, réappropriation, ce qui crée du coup un style qui serait presque purement japonais. Et l'autre importance de Kitazawa, Rakuten, c'est tout simplement parce qu'il va utiliser le terme manga dans un supplément, c'est le JJ Manga, qui va être un supplément illustré avec, là encore, plein de caricatures sur ses propres contemporains, qui veulent s'occidentaliser ou non. Et à l'intérieur, vous allez avoir des strips, des bandes dessinées. Et qui correspond d'ailleurs, Julien Bouvard, à ce qui se passe au même moment en Europe, parce que nous évoquons toutes ces productions, notamment le Tokyo Puck, là, c'est quoi? C'est tout début XXe siècle. Ah oui, c'est vraiment ça. Donc ça correspond au même moment, en Europe et aux États-Unis, à des productions qui, alors là, vraiment, sont des bandes dessinées. Absolument, qui sont véritablement des bandes dessinées qui correspondent aux critères de la définition, c'est-à-dire avec des vignettes, des cases, des phylactères, donc des bulles, un enchaînement donc de plusieurs cases qui font une séquence, qui sont imprimées sur du papier, dans des revues, dans des quotidiens, et qui correspondent donc à ce qu'on appelle la bande dessinée. C'est vrai, donc bon, ça vient d'Occident, et plus particulièrement, je pense, des revues américaines de la fin du 19e siècle. Et à ce titre, eh bien, il y a, je crois, des peintres et des dessinateurs japonais qui ont un rôle d'importateur. On peut penser peut-être à celui de Ima Izumi, qui est un peintre qui a officié justement dans le Jiji Shimpo, qui est un journal japonais créé par un des grands modernisateurs de l'ère Meiji, Fukuzawa Yukichi, dans lequel donc il va publier des traductions de comic strip, comme on dit, américain, qu'il est allé chercher lui-même en voyageant jusqu'à San Francisco, et qu'il va donc traduire et publier dans la presse au Japon pour la première fois. Donc c'est lui qui s'occupe de la traduction, mais c'est lui qui s'occupe aussi de la remise en place des vignettes, car il y a quand même un problème de taille, c'est qu'on ne lit pas les vignettes dans le même sens en Occident et au Japon. Et oui, il faut lire de droite à gauche normalement en japonais. Alors, en fait, le Japon a tâtonné pendant une bonne vingtaine d'années, et c'est très long, sur justement le mode de lecture donc de ces vignettes de bande dessinée. Donc certains pensaient qu'il fallait lire d'abord les vignettes verticalement, ensuite d'abord horizontalement, certains qu'il fallait laisser les œuvres originales de gauche à droite, d'autres qu'il fallait retourner les cases et ensuite retourner les phylactères, etc. Bref, ça a été en réalité extrêmement compliqué. Ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une évidence, une bande dessinée, n'importe qui peut le lire, non, absolument pas. Et de la même manière qu'aujourd'hui, peut-être que nos grands-parents ont du mal à lire des mangas japonais qu'il faut lire de droite à gauche, et bien en réalité, les Japonais d'il y a un siècle avaient eux aussi du mal à lire des bandes dessinées américaines, au point qu'il fallait même numéroter l'ordre des cases pour les aider à lire de la BD. Et oui, le transfert culturel, c'est pas si simple, et c'est même très compliqué avec, malgré tout ici, et on le voit bien, la bande dessinée qui correspond complètement à une attente et à une tradition que connaissent parfaitement les Japonaises et les Japonais. Cet art du dessin, cette caricature. En fait, il y a dans l'entre-deux-guerres, sans aucun souci, ce développement de la bande dessinée. Développement, alors là, on peut parler presque d'histoire économique, avec des libraires spécialisés, des genres spécialisés. On trouve comme ça quelque chose qui commence à apparaître dans l'entre-deux-guerres. Chez nous, c'est les premières séries, les premiers albums tels que nous les connaissons aujourd'hui. Alors, les premiers libraires, non. Il faudra attendre les années 60, voire 70 au Japon. Ça, les librairies spécialisées, ça arrive de manière très tardive au Japon. Les premiers tomes reliés avec des séries célèbres, oui, il faut attendre 1930 à peu près.
Mais peut-être avant ça, je pense qu'il y a une année qui est très importante et qu'on a commémorée l'année dernière, c'est l'année 1923, qui, en dehors du fait qu'elle marque donc le grand tremblement de terre qui a eu lieu à Tokyo cette année-là, est aussi, dans l'histoire de la bande dessinée au Japon, très importante, puisqu'elle marque donc l'arrivée d'une bande dessinée américaine qui s'appelle Bringing Up Father, de McManus, qui est donc importée et traduite dans la presse japonaise, mais également l'apparition de ce qu'on peut appeler l'équivalent de Tintin au Japon, qui s'appelle Shōchan no Bouken, les aventures de Shōchan, un petit garçon qui est reporter pour le journal Asahi. Ça fait penser à quelque chose. Et qui a non pas un petit chien, mais un petit écureuil qui l'accompagne. En fait, c'est presque un trope de la bande dessinée des années 20 dans le monde entier. Un petit garçon avec un animal qui se balade et qui travaille pour des revues. C'est diffusé de manière internationale et ce Shōchan est l'expression donc japonaise de cette modernité. Modernité qui passe aussi sur le plan formel avec l'apparition de la bulle. Donc grâce à Bringing Up Father et aussi ce Shōchan. C'est la première fois que des bulles, alors ce n'est pas la première fois qu'on utilise des bulles, mais c'est la première fois que ces bulles sont utilisées pour que des personnages se parlent entre eux en direct, j'ai envie de dire, dans chaque case. Et donc ça marque là aussi vraiment un passage très, très important. Et puis le deuxième point, c'est que cela devient commun d'avoir des personnages récurrents en bande dessinée, ce qui n'était pas le cas en fait jusque-là. Dans beaucoup de comic strips du début des années 20, on a des personnages anonymes à qui il arrive plein de choses, des petites blagues, etc., mais qu'on ne connaît pas, ou alors des personnalités politiques ou du monde du sport, mais qui ne sont pas des personnages de fiction tels qu'on les connaît dans notre bande dessinée moderne. Donc, voilà, beaucoup d'historiens au Japon pensent que 1923, c'est le début de la modernité du manga. Avec Bringing Up Father, cette bande dessinée diffusée, donc gros succès, j'imagine. Énorme succès. Ouais. Il y a même eu une version japonisée donc de cette bande dessinée intitulée Nonkina Tousan, donc dessinée par un dessinateur japonais qui réadapte l'histoire, mais donc dans un contexte japonais. Buntavi Suvilai, peut-on dire que déjà, durant l'entre-deux-guerres, dans ces années 1920-1930, on voit des genres très nets apparaître pour les mangas, c'est-à-dire selon le public à qui ils sont destinés, les plus jeunes, les plus âgés, les adultes, etc. Oui, disons que c'est réparti aussi par rapport au réseau de diffusion. C'est-à-dire que très vite, vous allez avoir des strips dans la presse, donc c'est plutôt un public, on va dire, adulte. En parallèle, vous allez avoir des revues pour enfants qui vont commencer à mettre en place des illustrations, peut-être quelques strips aussi. Et donc, à partir de là, vous allez avoir une diversification des publics, tout simplement parce que les réseaux de diffusion sont différents. Là encore, les Japonais vont imiter ce qui existe en Occident, c'est-à-dire la séparation entre la littérature pour adultes et la littérature pour jeunesse. Et la littérature pour jeunesse, c'est un concept qu'ils adoptent dans ces années d'occidentalisation. D'accord, c'est-à-dire que on va vraiment à ces va-et-vient culturels avec des productions, et il faut toujours le rappeler, qui sont populaires, c'est accessible pour tout le monde, Julien Pouvard. Oui, on peut peut-être citer deux revues qui s'inscrivent donc dans cette diffusion de la culture jeunesse au Japon. D'abord Shonen Kurabu, littéralement le club des garçons, qui est une revue pour les garçons, qui commence sa publication en 1914 et qui va être suivi 6 ans plus tard, en 1920, par Shoujo Kurabu, l'équivalent pour les filles. Dans ces revues, on trouve pas tout de suite de la bande dessinée, mais on trouve d'abord une grande dimension pédagogique avec des éléments sur les mathématiques, la lecture, la poésie, mais aussi un petit peu de fiction à travers la publication de nouvelles ou de romans en chapitres, puis des illustrations, puis enfin, dans un deuxième temps, des séries de bandes dessinées. On peut penser par exemple à la célèbre série Norakuro, qui représente donc un petit chien qui se tient sur ses deux pattes arrière et qui ressemble beaucoup à Félix le chat, encore une fois des liens avec des bandes dessinées occidentales, qui commence sa publication en 1931 et qui est en fait le grand personnage populaire des lecteurs et lectrices japonais et japonaises dans les années 30. Donc c'est comme ça en fait qu'est arrivé le manga tel qu'on le connaît de nos jours, à travers des chapitres publiés de manière mensuelle dans cette presse pour enfants.
La longue histoire du manga par Sam Bakiast avec aujourd'hui la technique Marie-Claire Oumabadi, émission préparée par Thomas Beau. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous sommes avec tous ces héros de manga. Julien Bouvard, bien sûr, il y a ce contraste saisissant quand nous titrons Dokusai à Dragon Ball. L'univers a vraiment changé, mais le moment d'accélération de ces transformations, c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale, vraiment, les années 1920-1930, et puis ce milieu du XXe siècle ? Oui, dans un premier temps, donc comme je disais, peut-être 1923, donc moment où la bande dessinée va devenir telle qu'elle est conçue aujourd'hui, avec des cases, des vignettes, etc., avec l'apparition de personnages récurrents, avec aussi l'apparition d'un certain média mix, c'est-à-dire d'une diffusion transmédiatique donc de différents objets. Je parlais de Nolakulo tout à l'heure, donc il y a eu des objets, des goodies pourrait-on dire aujourd'hui, donc à l'effigie de ce personnage. Il y a même eu donc des attractions donc dans des parcs de jeux aux couleurs de ce personnage de Nolakulo. Donc déjà il y a presque un siècle, on avait une forme de diffusion médiatique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est surtout dans l'immédiat après-guerre que l'industrie en fait de la presse au Japon va exploser, et tout cela va être adossé à peut-être la carrière, la vie même d'un personnage qui s'appelle Tezuka Osamu. Alors je voudrais pas avoir l'air de dire qu'il ne se passe rien pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut dire que le manga est un peu sous la censure du Japon impérial, qui oblige les dessinateurs et les dessinatrices à se conformer à la morale nationaliste et patriotique du pays. Et donc ce fameux Nolakulo dont je vous parlais, eh bien il va se retrouver dans une caserne. Il va devoir donc vivre la vie d'un soldat et affronter des méchants tengu, qui sont des bêtes monstrueuses du bestiaire japonais, ou alors des méchants cochons qui attaquent le pays. Donc il y a une forme de récupération dans la propagande de la bande dessinée, mais ça touche également le dessin animé. Et d'un autre côté, des dessinateurs qui faisaient jusque-là partie de groupes de gauche, d'associations prolétariennes. On pense aussi à certains écrivains qui vont subir la censure et faire les frais donc de cette politique autoritaire. C'est en fait donc dans l'immédiat après-guerre que la liberté d'expression va être apportée par l'occupant américain. Liberté d'expression qui est en réalité limitée, puisqu'ils vont eux-mêmes censurer les productions destinées à la jeunesse, estimant que tout ce qui peut relever d'une culture guerrière, c'est-à-dire les histoires de samouraïs, d'arts martiaux, etc., pourrait représenter un risque de régénérer ce Japon impérialiste et nationaliste. Et donc il faudra attendre le début des années 50, c'est-à-dire que les Américains quittent le pays pour qu'enfin les Japonais puissent dessiner toutes les histoires qu'ils veulent, et ils ne vont pas se gêner pour publier des histoires de samouraïs et d'arts martiaux qui jusque-là étaient censurés par l'occupant américain. Et oui, c'est sûr que dans les années 1920-1930 et particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale, la censure est très présente, mais il est certain qu'après la guerre, le Japon a changé. À Tokyo, pour la première fois, Hirohito, hier incarnation vivante du soleil, montre à ses sujets, aujourd'hui déliés de l'ancienne tradition qui ne leur permettait pas de le regarder en face, son pauvre visage de souverain vaincu. Aujourd'hui, l'empereur Dieu n'est plus qu'un homme. La promenade publique de ce petit homme vêtu comme un bourgeois que tout le monde peut regarder, qui serre des mains et qui parle simplement, est certainement la plus grande révolution qu'ait connue le Japon. Le Japon d'hier est bien mort. Et c'est peut-être ce que pense cet homme aux allures de petit fonctionnaire qui est l'empereur, en se penchant sur l'immense désolation de ce qui fut la capitale de l'empire du soleil levant. L'empereur Hirohito présenté en 1946 dans le journal des actualités françaises avec Buntavi Subilai. Ici, un moment particulier, bien sûr, le Japon se libère au sens où le poids moral
que faisait peser l'empereur disparaît en partie, mais arrive une autre forme d'occupation, c'est celle des Américains, avec une censure, comme nous le disait Julien Bouvard. Comment se développe le manga dans ces années d'occupation des États-Unis? C'est la possibilité sans doute d'avoir accès à d'autres formes de culture. Il y a des échanges plus intenses à ce moment-là? Plus intense, oui et non. C'est-à-dire que plus intense dans le sens où les Américains consomment des comics. Et donc, évidemment, c'est plus simple pour les Japonais d'avoir accès à ces comics puisqu'ils sont directement dans les bases américaines. Donc ça, c'est un premier point. Le truc important, c'est que, comme l'a dit Julien, les Américains veulent censurer toute forme de pratique sportive ou martiale qui raviverait potentiellement cet esprit impérialiste. Donc le plus intéressant, c'est juste après le départ des Américains, on va avoir une explosion de tous ces mangas de sport, de tous ces récits mettant en scène un Japon féodal avec des samouraïs et autres, des ronins. Et c'est ce départ, finalement, qui accélère le renouveau de la création au Japon. Oui, c'est le départ des Américains qui accélère en fait la création. Non, mais c'est vrai qu'on présente souvent l'arrivée des Américains comme un moment d'intense échange culturel, ou alors un moment où ils nous imposent une culture autre. Non, en fait, c'est leur départ qui va accélérer les choses. Vous avez cité un nom, Julien Bouvard, et j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu dessus. Osamu Tezuka. Oui, Tezuka est né en 1928 dans la région de Osaka. Il a la chance d'avoir des parents et notamment un père qui lit de la bande dessinée, qui s'intéresse au cinéma, qui a un projecteur à la maison. Alors il semblerait qu'il ait un projecteur de marque française, le Pathé Baby. Donc de 9,5 mm. Alors je suis pas spécialiste du cinéma, mais c'est plutôt intéressant. Et qu'est-ce qu'ils regardaient ensemble en famille? Ils regardaient notamment des films de Walt Disney. Et cette influence disneyenne, on peut la voir très rapidement dès les premières pages de sa première grande œuvre qui s'appelle Shin Takarajima, publiée en 1947, qui signifie donc la nouvelle île au trésor. C'est tiré du roman de Stevenson, réinterprété de manière extrêmement libre par Tezuka. Et dès les premières pages, en fait, on a l'impression de lire une forme de dessin animé de Disney mis en images, en bande dessinée. C'est assez clair, le style est assez cinématographique ou animétique, pourrait-on dire. On retrouve des plans qu'on retrouve normalement d'ordinaire dans le dessin animé, donc avec un certain dynamisme qu'on ne trouvait pas dans la bande dessinée japonaise jusque-là. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a souvent présenté Tezuka comme l'introducteur d'un style cinématographique dans la bande dessinée japonaise. Il est moderne aussi dans les thèmes abordés, donc il s'inspire de beaucoup d'œuvres occidentales, il va faire des adaptations et faire intervenir des personnages. Alors, dans cette nouvelle île au trésor, il y a un moment Tarzan qui apparaît. Je pense parce que Tezuka avait peut-être du mal à dessiner un récit au long cours et que les 200 pages que représente cette histoire, 200 pages à l'époque c'est tout à fait nouveau, c'est extrêmement long, représentait sans doute un challenge difficilement atteignable pour lui qui était encore un tout jeune dessinateur. Ben oui, il a 18 ans au moment où il publie cet ouvrage, mais avec un succès énorme, cette nouvelle île au trésor, Buntavi Suvilai, ici dans ces années 1950 et plus encore 1960, on voit une accélération de la production. Est-ce que dans ces années-là, même s'il y a toujours cette influence venue des États-Unis, les dessinateurs, les dessinatrices au Japon cherchent à trouver des voies spécifiques, à inventer par exemple les 200 pages qu'on vient d'évoquer. On est pourtant juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas ainsi qu'on imagine un album de bande dessinée. On n'imagine pas Tintin en 200 pages. Non, en effet, c'est en cela que Tezuka reste un dieu du manga, c'est parce qu'il invente ce que lui appelle le story manga, c'est-à-dire un manga beaucoup plus long que les 4 cases qu'on trouve dans la presse ou les petits récits de quelques planches. Pour lui, ce qui est important, c'est de créer une espèce de feuilleton presque sans fin, une espèce d'appel vers l'aventure, et c'est cet appel vers l'aventure, vers l'action qu'on va retrouver dans le manga moderne. L'importance de Tezuka est telle que tous les gamins qui lisent Tezuka se disent « moi aussi je veux faire ça ».
Et très vite, il va avoir sous son aile plein d'apprentis mangaka, d'auteurs de manga. Ils vont vivre dans la même maison, ils vont travailler ensemble, ils vont s'imiter les uns les autres. Et c'est en cela que naît une espèce de graphisme particulier qui est aujourd'hui identifié comme le style manga, avec ce qu'on pourrait appeler des grands yeux, mais en tout cas des yeux plus grands que la normale, tout simplement parce que Tezuka imitait les dessins animés des frères Fleischer, par exemple la proportion de Betty Boop avec une très grande tête, des très grands yeux et un corps un peu plus petit. En fait, ce genre de proportion et de focalisation sur le visage et les yeux, c'est quelque chose que Tezuka met en avant très très vite. Et donc l'imitation fait qu'on a le développement d'une espèce d'école autour de Tezuka. Et par contre-coup, ensuite, on va avoir des écoles qui s'opposent à Tezuka et d'autres écoles qui s'en distinguent. Donc c'est vraiment Tezuka qui crée cette espèce de boom incroyable de récits, de plein de types de récits, parce que Tezuka mélange tout. C'est-à-dire que on a de la fantaisie, on a des récits policiers, de la science-fiction, tout est mélangé en même temps. Et c'est ce qui fait l'espèce de melting pot extraordinaire qui est le manga contemporain. Avec la question de la diffusion, parce que dans ces années 1960, même 70, Julien Bouvard, le manga sort-il du Japon ? Dans les années 60 et 70, non. Le manga ne sort pas du Japon. Même si, alors vraiment de manière très épisodique, on trouve dans certaines revues, notamment la revue Budo Magazine en 1969, si je ne me trompe pas, les premières pages d'un manga traduit en version française. Je crois que c'était un manga de Hirata. Mais en dehors de ça, personne ne sait qu'il existe de la bande dessinée au Japon. Il faudra attendre sans doute les années 80 et voire même 90 en France pour que l'on prenne conscience qu'en réalité le Japon est le pays où l'on produit le plus, où l'on lit le plus de bandes dessinées dans le monde. Buntavi Suvilai, c'est vraiment ça, hein, c'est ces années 1980 où le manga sort du Japon, les années 90 aussi. Qu'est-ce qui fait la popularité du manga ? C'est pas la découverte sans doute du manga sous forme de livre, c'est ce passage par le dessin animé qui explique sa popularité mondiale ? Tout à fait, c'est-à-dire que à partir des années 80, en Europe, on va avoir une espèce de privatisation de tous les réseaux télévisés. Ce qui fait que ces nouvelles chaînes ont besoin d'alimenter en programme pour enfants tous leurs créneaux horaires. Ils vont acheter en masse plein de dessins animés japonais parce que ces dessins animés sont peu chers. Ils sont peu chers parce que ils ont été déjà rentabilisés au sein du Japon. Le Japon est l'un des premiers des plus importants créateurs de dessins animés parce qu'ils ont un public important. Donc la vente à l'export, c'est vraiment juste du bonus. Donc en France, on va importer, par le biais de TF1 et de la 5, plein de dessins animés japonais. Ces dessins animés vont avoir tellement de succès que on va les adapter ensuite en bande dessinée. Donc c'est des bandes dessinées créées par des auteurs français, espagnols ou italiens, qui vont imiter le dessin animé. Parce qu'à l'époque, les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait parfois des œuvres sources. Et c'est comme cela que Dragon Ball arrive aussi au niveau européen, quelque part en Catalogne. Un jour, le responsable éditorial regarde à la télévision avec son fils Dragon Ball, il se dit c'est génial, je veux avoir ça. Il contacte AB Productions pour avoir les droits. Il se trouve que ils ont les droits seulement pour l'audiovisuel et il existe une version bande dessinée. Ce qui le fascine parce qu'il n'était pas du tout au courant que ce truc pouvait exister. Il va contacter Shueisha, c'est-à-dire l'éditeur japonais de Dragon Ball, et il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse pendant 6 mois. Pendant 6 mois, toutes les semaines, il va envoyer un fax, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internet. Il envoie un fax, il n'a pas de réponse, et au bout de 6 mois, un agent éditorial qui gère des droits à l'international pour les romans, lui répond que Shueisha n'a aucune envie de lui vendre les droits de Dragon Ball. Suite à ça, plusieurs négociations font que finalement, l'Espagne est le premier pays qui va traduire Dragon Ball dans une langue occidentale. C'est un succès immédiat. Tout simplement parce que il y a une synergie entre ce qui se passe à la télévision, ce qui se passe dans les kiosques, ce qui se passe dans les librairies. Et bien avant cette synergie commerciale, les fans eux-mêmes traduisaient des mangas qu'ils pouvaient acheter en japonais sans connaître le japonais. C'est vraiment ça, ouais.
On parle de transfert culturel, ça c'est une chose, mais c'est la possibilité d'avoir accès à l'objet lui-même. C'est pas simple de trouver un manga, et s'il arrive en japonais, sans blague, on est bien embêté si on parle pas un mot de cette langue. Julien Bouvard, ce que vient de nous expliquer Buntavi Suvilai à propos du cas Dragon Ball, qui est vraiment un cas d'école, parce que c'est ce qui explose. Là, on voit à partir de maintenant, toujours de l'histoire économique, pour les éditeurs en Europe, le besoin de répondre à une attente d'un public particulier qui est consommateur de ces BD-là. Oui, absolument. Et je pense qu'on n'a plus besoin, comme autrefois, d'avoir le dessin animé qui précède la bande dessinée ou le manga pour arriver à vendre donc le produit original. C'est ce qui explique pourquoi est-ce que donc on a un marché très florissant en France, sans doute le deuxième après le Japon, et des dizaines d'éditeurs qui se sont donc retrouvés dans ce domaine-là. Effectivement, c'est vrai que dans les années 90, un journaliste spécialisé dans le manga disait que les Français ne lisaient pas des mangas, ils les regardaient. Parce qu'au fond, ce qui comptait le plus pour eux, c'était plutôt les adaptations en dessin animé, qui étaient peut-être plus faciles à lire, faciles à comprendre, que leurs originaux en noir et blanc, en petit format, qui ne correspondaient peut-être pas à ce que le lectorat français de l'époque considérait comme valide pour ce qui devait être une bande dessinée, c'est-à-dire quelque chose radicalement différent du 48 CC, comme on dit en France, c'est-à-dire ces gros albums un petit peu chers, cartonnés et en couleur. Néanmoins, la réalité a montré que on pouvait dépasser ces formes typiques. Alors, d'une part parce que au sein de la bande dessinée française, il y a d'autres formats que ceux-là qui sont apparus dans les années 90. Et puis il y a eu surtout donc ce manga qui a changé radicalement le lectorat. Donc il a peut-être tourné un peu plus vers un public féminin et un public jeune. Alors même que le lectorat de la bande dessinée est aujourd'hui assez vieillissant quand on regarde les enquêtes sur le lectorat. Et donc ça a changé effectivement la structure même du marché, puisque aujourd'hui plus d'une bande dessinée sur deux vendue en France est une bande dessinée japonaise, un manga. Et ben voilà, moi c'est Death Note qui m'a marqué à cette série, c'est génial. Vous, c'est quoi? Vous donneriez un conseil? Moi je suis de la génération Dragon Ball, donc voilà, je pense qu'on a parlé de cette série tout à l'heure, et puis on a donc évoqué beaucoup Dragon Ball ces dernières semaines, puisque son auteur, Toriyama Akira, est mort, et ça a été un moment, je pense, où tous les gens de ma génération ont ressorti leur premier tome qu'ils ont acheté en version originale pour se remémorer l'époque de leur découverte de la bande dessinée japonaise. Buntavi Suvilai, juste en un mot, un conseil, lequel il faut lire? Alors évidemment, comme j'ai fait ma thèse sur Dragon Ball, je vais répondre Dragon Ball. Bon, voilà. Néanmoins, la tendance la plus intéressante aujourd'hui, c'est que le manga se tourne vers des pays qui ne sont pas à l'Occident. Mais un conseil, c'est Dragon Ball. Voilà. Ah, d'accord, ok. Écoutez, moi je vous conseille Kingdom. Kingdom, c'est noté. Merci vivement à tous les deux de nous avoir parlé de l'histoire du manga. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Le voyage de nos deux amis ne faisait que commencer. Ils ne se doutaient pas des aventures fabuleuses qui les attendaient. Pourquoi les athlètes antillais furent-ils écartés de la Coupe d'Europe d'athlétisme en 1966 ? En 1965, la Fédération internationale d'athlétisme adopta un nouveau règlement imposant aux athlètes 5 ans de résidence en Europe pour pouvoir prendre part aux compétitions européennes. Les concurrents devaient être sujets de naissance ou citoyens du pays qu'ils représentaient. En 1966, ce règlement écarta du championnat d'Europe 3 grands athlètes antillais. Roger Bambuc, détenteur du record de France du 100 mètres, Robert Sainte-Rose, champion de France du saut en hauteur, et Petello Vacalina, champion de France du lancer du javelot. Le journaliste Robert Pariente déplora cette discrimination dans les colonnes de l'Équipe. Il est dommage
que la Fédération internationale n'ait pas été amenée à revoir un règlement qui fut conçu dans le but de désavantager les nations coloniales telles la France et la Grande-Bretagne notamment. On comprend mal désormais, et ce point de vue est inattaquable au point de vue juridique, que des citoyens de souche française, dont la nationalité d'origine remonte à plusieurs générations, puissent être écartés d'une compétition où sont admis les Turcs d'Asie ou les Soviétiques. Une étude sur les sportifs nés dans notre ancien empire colonial permet de replacer cette polémique dans le contexte de l'époque. Alors que jusque-là, les Antillais avaient été très peu nombreux en équipe de France, leur place commença à être pleinement reconnue lorsque la décolonisation priva le sport français du vivier des athlètes issus des colonies devenues indépendantes. Les mesures politiques prises en 1965 en faveur du développement du sport dans les territoires d'outre-mer illustraient clairement ce changement de cap. L'analyse des articles et des illustrations consacrées par l'équipe au championnat de France d'athlétisme entre 1945 et 1968 montre le même changement des représentations chez les journalistes. Alors qu'auparavant, l'origine antillaise des sportifs était rarement mentionnée, elle devint systématique pour la génération qui arriva au plus haut niveau dans les années 60. Et ce rappel de leurs origines s'accompagna le plus souvent d'une valorisation de leurs performances. De tous les sportifs français, c'est le Guadeloupéen Roger Bambuc qui fut le plus cité au cours de cette période, le Martiniquais Robert Sainte-Rose arrivant en 3e position. S'ils furent cités plus que les autres, c'est bien sûr parce qu'ils étaient les meilleurs de leur génération dans leur sport. Les prouesses des athlètes d'outre-mer suscitèrent tantôt la surprise, tantôt la fascination et la reconnaissance, mais rien ne permet d'affirmer qu'elles furent perçues comme une menace. Les préjugés racistes, l'idée d'une supériorité sportive liée à des qualités naturelles, parfois convoquées par les journalistes, n'apparaissent pas de manière flagrante dans les articles de l'équipe. Sans doute parce que leurs exploits sportifs étaient vus comme une manière de défendre l'intérêt national. Dans une caricature publiée par ce quotidien, on voit le général de Gaulle passant le relais à Roger Bambuc, comme si le chef de l'État lui-même plaçait désormais ses espoirs de grandeur nationale dans les exploits des sportifs issus de l'ancien empire colonial français. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Maïwen Guizou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture invente le manga audio. Épique, comique, parfois gore et même kawaii. Dormido vous emmène dans une aventure sonore pleine de monstres et de magie. Aiden, un orphelin de 14 ans, voit son existence bouleversée lorsqu'une araignée géante attaque son village. C'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en monstre et qui détruit tout son village. Ça te dit un truc ? Dormido, une série originale écrite par Élie Oliven et réalisée par Christophe Hoquet. J'ai envie de voyager. À dévorer sur franceculture.fr et l'appli Radio France.